Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Kwasi, Yao Edmond, Colonisation et société civile en Afrique 2014. Yougbar accent aigu, Sébastien, Attachement et délinquance des mineurs, déterminants psychosociaux au Burkina Faso 2014. ANIGNIKIN, Sylvain Covy, Les origines du mouvement national au Dahomey. 1900 à 1939 2014. BONKENABOKOMBOLA, Papi, Route rurale et développement socio-économique de la région de Mayombe, Ouest rez-de-chaussée, 2014. Makengo NKUTU, Alphonse, L'essentiel de droit public. Le cas de la République démocratique du Congo, 2014. Vilia Sante Cervello, Mariella, Le passé colonial et les héritages actuels en Mauritanie. État des lieux de recherche nouvelle en histoire et en anthropologie sociale, 2014. HINNOU, Patrick, Négocier la démocratie au quotidien 2014. CIJIK à Kayombo, Chrysostome, Quelle stratégie pour une éducation idéale en Afrique 2014. OWONOKOUMA, Augusto, Les essais de Mongo Betty, Développement et indépendance véritable de l'Afrique noire francophone 2014. DOUIWAWAYE, Augustin Jérémy, Repenser la sécurité en République centrafricaine 2014. Ces 10 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consulté sur le site www.harmattan.fr. Préface. La lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux s'inscrit à la croisée de la politique et des politiques. Quiconque entend se pencher sur ces processus doit s'attendre à découvrir des jeux d'acteurs, des stratégies plurielles et des actions publiques, dont l'économie politique peut être complexe. Décrier, évaluer, critiquer, ces réponses institutionnelles sont perfectibles, mais elles mettent en scène, comme l'indique l'auteur de l'ouvrage, un État en acte. La lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux sont en effet des occasions d'affrontement entre acteurs politiques qui, indiscutablement, instrumentalisent les réponses à des fins tactiques. Toutefois, que l'on privilégie l'un ou l'autre point d'entrée, on demeure confronté à une préoccupation majeure pour les États. Les différentes évaluations de ces problématiques menées depuis plusieurs années, et en particulier l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International, démontrent que les pays n'ont jamais été aussi vulnérables au blanchiment et à la corruption, même s'ils se sont dotés de dispositifs de lutte de plus en plus sophistiqués, notamment dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la Convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption. Pour la majorité des pays africains, l'écart entre les textes en vigueur et la pratique demeure problématique. On peut dès lors se demander s'il y aurait une fatalité qui voudrait que les savoir-faire des criminels se complexifient à mesure que les politiques construites pour les combattre s'amplifient. La question est d'autant plus importante que plusieurs études récentes ont permis d'établir un lien clair entre blanchiment de capitaux, corruption et menaces atteintes à la sécurité collective dans plusieurs pays africains. Ce travail présente de nombreux intérêts et nous n'en retiendrons que quelques-uns. Il montre d'abord que l'Afrique, souvent décrite comme le territoire de prédilection de la corruption, n'est pas vierge de toute stratégie de lutte. On y combat la corruption et s'approprie les dispositifs mondiaux dans des conditions susceptibles d'amélioration. Une culture de l'intégrité est en cours d'émergence, dont le processus d'institutionnalisation doit être soutenu et appuyé. L'ouvrage démontre ensuite que les réponses qui sont élaborées et se perfectionnent sont des produits d'interactions complexes dans lesquelles la coopération internationale a une place aussi importante que les dynamiques sociopolitiques internes aux pays africains. Par ailleurs,
Une coopération intellectuelle et opérationnelle qui garantit la diffusion d'une grammaire de l'anticorruption et de l'anti-blanchiment, grâce au regard des pairs dans le cadre des évaluations mutuelles, interdit tout retour en arrière. Cette coopération doit cependant être plus systémique, au plan africain par exemple, où reste à mettre en place une institution investie du leadership en la matière. C'est ici le lieu de rappeler que le Conseil consultatif de l'Union africaine pour la lutte contre la corruption n'a qu'un rôle consultatif. Il reste aussi à imaginer une initiative panafricaine qui adosserait les réponses aux réalités des problèmes en Afrique. Car le phénomène de la corruption est en mutation constante, exigeant une approche versatile. On est entré dans une ère où la corruption est devenue tout à la fois un macro-phénomène criminel. La corruption étant le premier stade de stratégie de prédation, les biens étant ensuite recyclés à travers les canaux de la finance criminelle, et un comportement anthropique. Tout se passe comme si une culture délinquante s'était généralisée du fait d'un fonctionnement social empêchant les citoyens de s'en sortir sans corrompre. La corruption est maintenant systémique. De même, la lutte contre le blanchiment est-elle pertinente dans un système économique faiblement bancarisé et fortement adossé à l'informel ? Que peut-il advenir de telles politiques, sans action en faveur de l'inclusion financière des plus démunis, c'est-à-dire leur arrimage dans le circuit financier formel dont ils pourraient bénéficier des services dans un cadre régulé ? La Convention des Nations Unies contre la corruption institue la restitution d'avoirs volés, comme un principe fondamental du droit pénal international. C'est bien la preuve, et l'auteur le démontre, que les stratégies de lutte contre la corruption peuvent faire l'objet d'approches alternatives, sans que la réponse répressive soit la seule qui vaille. Il est, en un mot, possible de lutter contre la corruption par des biais non pénaux, comme le droit civil ou les voies d'exécution utilisées à titre principal, saisie, confiscation, gel, en vue de garantir la récupération de ce qui a été détourné. C'est justement en raison des spécificités du phénomène de la corruption et du blanchiment des capitaux qu'une véritable réflexion de politique pénale doit être menée. C'est un autre apport de l'ouvrage qui propose une approche de politique criminelle dans les deux systèmes qui ont été comparés. Si les stratégies répressives actuelles ne semblent avoir aucune prise sur la réalité de la corruption, n'y a-t-il pas matière à reconsidérer les actions menées ? La répression pénale, toujours aussi rude, ne permet pas de faire baisser la corruption, ne serait-ce qu'en dissuadant les corrompus de réitérer leurs crimes. N'entend-on pas dire, à chaque remise en liberté de condamnés pour atteinte à la fortune publique, qu'il vaut mieux voler, aller en prison et rembourser un peu après, comme si le corrompu était une sorte d'homo economicus parfaitement rationnel et mu par des stratégies bien précises. Ce travail présente aussi de véritables enjeux théoriques, puisqu'il procure des ouvertures intéressantes dans le champ de la science politique, mais aussi de la sociologie, du droit civil et du droit pénal. Il témoigne du fait que la lutte contre la corruption peut être enseignée. Elle trouverait opportunément place dans le cycle de formation de nos futures et actuelles élites, administrateurs, magistrats, policiers ou douaniers. C'est probablement dans le cadre de stratégies académiques et de renforcement des capacités, consistant à vulgariser la lutte contre la corruption et le blanchiment, que ces phénomènes peuvent également être combattus. Il n'y aura toutefois aucun succès en la matière, sans des changements structurels et ajustements systémiques à plusieurs niveaux. Une réflexion approfondie est d'abord nécessaire sur la place de la justice pénale dans nos sociétés, et sur la libéralisation de la magistrature, ainsi que d'une manière générale, l'autonomisation des agences chargées de détecter et réprimer les faits de corruption. Lutter contre la corruption suppose ensuite de s'interroger sur la formation des fonctionnaires à l'éthique en vue d'un approfondissement, dès le seuil de la formation de nos élites, d'une véritable culture de l'intégrité. Mais lutter contre la corruption ne peut procéder d'une stricte approche par le haut, top-down. La modernisation de nos systèmes nationaux d'intégrité requiert de travailler à la remontée réelle d'expériences sociétales, dans le cadre justement d'une approche plus systémique. Les politiques publiques sont souvent pensées et construites, suivant le vieux modèle jacobin, où l'impulsion part du sommet de l'État pour se diffuser jusqu'aux moindres segments sociaux. Or, la corruption est un mal global qui pourrait d'ailleurs traduire une manière de résistance de la société à des cadres gouvernementaux trop rigides,
en tout cas déconnectée de la réalité sociale. Dans un environnement social marqué par une très forte paupérisation, la lutte contre la corruption passe également par la construction d'un véritable projet politique dynamisé par la volonté d'améliorer les conditions matérielles et morales, ainsi que le perfectionnement des conditions de vie de nos concitoyens. À cet égard, une politique optimale de lutte contre la corruption suppose le déploiement de politiques sociales volontaristes, destinées à faire émerger un mieux-vivre des populations qui seraient alors moins tentées d'accepter la culture du bargain dont il est question dans les pages de ce livre consacré à la compréhension du phénomène de la corruption. Au-dessus de tout, il convient de rappeler le préalable incontournable à toute stratégie de lutte contre la corruption, une volonté politique univoque. Voici, à n'en pas douter, un travail qui ouvre des perspectives et aidera à comprendre comment, simplement, la corruption pourrait être combattue. Akerete Mouna, Presiding Officer, Economic, Social and Cultural Council of the African Union. President, Pan-African Lawyers Union. Sanction Commissioner of the African Development Bank. Vice Chair of Transparency International. Member, High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa. Member, Governing Board, Africa Governance Institute. Formé Chairperson, Emin Persons Panel of the African Peer Review. Mécanisme. Avant-propos. Au seuil d'un ouvrage consacré au blanchiment et au financement politique en France, Pierre Péan révélait un univers hors norme, une zone grise au plus haut sommet de l'État, caractérisée par les stratégies d'une oligarchie pour qui l'argent est devenu roi. Des pratiques unanimement réprouvées se perpétuent, malgré la multiplication des déclarations publiques des élites et le renforcement de l'arsenal législatif et réglementaire. Ces pratiques, précise Pierre Péan, se déroulent dans un espace bien particulier, en marge du sommet de l'État français, mettant aux prises des hommes politiques du parti au pouvoir, des grands commis de l'État, des patrons de quelques fleurons industriels nationaux et des intermédiaires. En France encore, il faudra attendre 2013 pour que le site Mediapart révèle le scandale des comptes cachés du ministre du Budget en exercice et qu'une cascade de conséquences en découle. Création d'une commission d'enquête, dépôt d'un projet de loi destiné, paraît-il, à moraliser la vie publique et prendre enfin à bras-le-corps le problème de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent. Le constat est pourtant alarmant et, comme l'écrit Plenel, telle est la réalité de notre monde devenu la proie d'un capitalisme sans entrave. Les paradis fiscaux en sont le cœur. Non pas la marge, l'exception ou la dérive, mais la norme. Qu'il s'agisse de la France, de l'Espagne confrontée aux turpitudes d'un membre de la famille régnante, de la Turquie aux portes de l'Europe, du Luxembourg ou de l'Afrique du Sud, la dénonciation de la fraude et de la corruption des élites s'est installée en tête de l'agenda des organisations des sociétés civiles et des sentinelles de l'intégrité. Ce constat amène à considérer que la corruption et le blanchiment ne sont pas des tares spécifiquement africaines, même si le coût de l'entrave au développement économique est considérable. Il s'agit, au vrai, d'un problème mondial qui a fait l'objet d'une prise en charge multilatérale au sein d'organisations internationales, telles l'OCDE et les Nations Unies. Cette implication internationale est d'ailleurs pleinement justifiée par l'interdépendance des économies, et la question cruciale des paradis fiscaux. Inscrivant à cet égard la transparence et la lutte contre la fraude fiscale et les agissements semblables au tableau de ses objectifs privilégiés, le sommet du G20 de Lorraine réaffirmait que ces enjeux devaient continuer de faire l'objet d'une mobilisation de haut niveau. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à cette occasion déclarait solennellement que les systèmes financiers sont exposés à des risques importants liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Nous approuvons sans réserve les normes du Groupe d'action financière internationale, GAFI, et nous nous engageons à les mettre en œuvre efficacement. Nous soutenons le travail mené par le GAFI concernant l'identification et la surveillance des juridictions à haut risque qui présentent des défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, LCBFT, et nous encourageons tous les pays à prendre des mesures qui garantissent le respect des normes du GAFI. Nous nous engageons à veiller à un contrôle et à une application proportionnée et efficace de nos exigences en matière de LCBFT, afin que les délinquants en col blanc soient tenus de rendre des comptes.
33. L'adoption de mesures renforçant la transparence financière améliorerait également les perspectives de développement des entreprises africaines et des marchés. À mesure que les économies africaines se développeront, les institutions financières africaines risquent d'être davantage exposées aux activités financières illicites qui pèseront sur l'essor du commerce et des marchés africains. Dans le cadre de cet essai de politique comparée, nous avons justement voulu montrer comment l'Afrique tente de s'en sortir. Car contraint par la conditionnalité, c'est-à-dire par l'ensemble des conditions exigées par les grandes organisations économiques internationales en échange de prêts aux pays en développement, de moderniser leur gouvernance, les États africains ont dû s'arrimer aux réseaux mondiaux de lutte contre la corruption et le blanchiment. Pourtant, les réponses institutionnelles aux problèmes sociaux n'ont jamais de portée que dans le flux de leur mise en œuvre et dans la confrontation des politiques publiques menées en lien avec l'évolution des réalités du terrain. C'est tout particulièrement le cas de la criminalité financière en raison notamment de la sophistication des procédés d'ingénierie utilisés pour contourner la loi et dissimuler les circuits de l'argent sale. Cela est aussi une réalité africaine. Il s'agit donc ici, tout en proposant quelques modèles théoriques qui pourraient inspirer des recherches futures dans un champ encore peu exploré, du moins en termes d'analyse de politique publique, de montrer les réalisations du Cameroun et du Sénégal. Il s'agira aussi, puisqu'en la matière il ne faut pas se payer de mots, de reconstituer concrètement l'actualité des faits, en questionnant les sous-produits des initiatives échafaudées ainsi que leurs faiblesses en vue de les améliorer. Une enquête conjointe de la Banque africaine de développement et de Global Financial Integrity enseigne que les flux financiers illicites, IF, ont constitué la force motrice de la sortie massive du continent africain de ressources variant entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars US après ajustement à l'inflation. Les sorties illicites de capitaux sont issues principalement de l'Afrique subsaharienne, notamment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Les enjeux sont considérables et exigent une véritable réaction de la communauté internationale. Tel est le sens des principes de haut niveau relatifs à la transparence et aux bénéficiaires effectifs, énoncés en novembre 2014 par le G20. Introduction. Dakar, jeudi 22 novembre 2012. La capitale sénégalaise bruisse de rumeurs sur le probable placement sous mandat de dépôt de Karim Wade et d'autres membres de l'ancien pouvoir PDS, Parti démocratique sénégalais, dans le cadre d'enquêtes sur leur enrichissement présumé illicite. Car depuis que le nouveau président de la République sénégalaise a inscrit la traque contre les biens mal acquis en haut de l'agenda gouvernemental, la scène politico-médiatique paraît mobilisée et rythmée par l'activité des services spécialisés qui ciblent désormais l'ancienne classe dirigeante. Après avoir été entendu à 3 reprises par les enquêteurs de la Gendarmerie nationale en juillet et en novembre 2012, Karim Wade est de nouveau auditionné ce 22 novembre 2012. À la fin de sa dernière audition, une interdiction de sortie du territoire lui a été notifiée, ainsi qu'à 6 dignitaires de l'ancien régime. Cette décision a suscité l'ire du PDS qui y a vu une véritable mesure liberticide, dont la connotation politique lui paraissait évidente. C'est à la surprise générale qu'après 15 heures d'audition, l'ancien ministre de la Coopération internationale, des infrastructures et de l'énergie ressortait libre de la gendarmerie nationale vers 3h30 du matin. L'opinion est tenue en haleine, comme si l'incarcération de Karim Wade était attendue. Le 15 mars 2013, M. Ndao, procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI, mettait en demeure Karim Wade de justifier l'origine légale de son patrimoine. Karim Wade a présenté ses justifications par l'intermédiaire de ses avocats, le 15 avril 2013. Il était aussitôt interpellé et placé en garde à vue. Les développements de l'instruction, pourtant soumise au secret, se déplaçaient alors vers l'arène médiatique. Dans une déclaration publique du même jour, M. Ndao indiquait ne pas avoir été convaincu de la pertinence des justifications produites par M. Wade. Son adjoint annonçait quant à lui que les investigations avaient permis, en l'état, de mettre en évidence une véritable ingénierie financière. Durant la garde à vue de Karim Wade,
D'ardentes joutes oratoires échauffaient ses conseils qui dénonçaient la déloyauté de la CREI, décrite comme une institution pas compétente et où il n'y avait que des gendarmes alors que la loi imposait de confier l'enquête à une brigade spéciale composée de représentants des ministères de l'économie et des finances, de l'intérieur et de la justice. Le déclenchement des poursuites devant la CREI générait de fait une escalade de prise de position, contribuant à créer autour de l'événement une véritable polarisation. Les poursuites engagées contre Karim Wade et les autres dignitaires de l'ancien régime trahissaient à leurs yeux des objectifs politiques, constituaient un détournement de la loi, là où le pouvoir aurait choisi de contourner les institutions existantes, et parmi elles, la Haute Cour de justice. L'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de ce justiciable extraordinaire mettaient le microcosme politico-médiatique en émoi. L'opposition interprétait la séquence comme une volonté de museler les adversaires du pouvoir, qui avaient pourtant repoussé les tentatives prêtées au gouvernement de faire souscrire ses membres à l'idée d'une médiation pénale. On se rappelle que le 8 mars 2013, Amadou Sall, ancien ministre de la Justice, proférait « Chez nous, il n'y a pas de voleurs, s'ils arrivent à prouver qu'il y en a, ils n'ont qu'à les arrêter et les mettre en prison ». Avec l'activisme judiciaire du pouvoir, le Sénégal subirait donc une chasse aux sorcières. Oumar Sarr, coordonnateur national du PDS, indiquait « Le régime de Macky Sall, après avoir déclaré qu'il respectera le droit de l'opposition, tente visiblement d'anéantir le PDS, principal parti du Sénégal. » Abdoulaye Bathily, membre de la coalition BBY, Benno Bokk Yakaar, répliquait en dénonçant les menées déstabilisatrices des anciennes élites. Il lançait un appel à toutes les forces sociales et à toutes les formations politiques qui partagent l'idéal démocratique de rester vigilantes. Moustapha Niasse, sur le même registre, appelait à une riposte énergique contre ceux qui, sous couvert de combat pour l'indépendance de la justice, veulent en fait détruire l'État. Face aux forces du PDS qui se placent en position de résistance à l'oppression et invitent ses membres à ne plus déférer aux convocations de la CREI, les tenants du nouveau pouvoir appelaient au calme. Les institutions chargées de faire la lumière sur la fortune de ceux qui s'étaient enrichis au détriment du peuple devaient évoluer sans parti pris. Tout se passe en réalité comme si le rythme des enquêtes sur la traque des biens mal acquis, appendice de la politique sénégalaise, dictait le tempo de l'actualité. Cette politique semble se construire en arène ouverte. Elle se présente indiscutablement comme l'enjeu des confrontations sur l'échiquier politique. Mais l'essentiel ne réside-t-il pas dans le traitement médiatique de cette politique ? L'opération Épervier, aspect judiciaire de la stratégie camerounaise de lutte contre la corruption, se déroule également en arène ouverte, comme si le secret caractérisant le fonctionnement de la justice avait cédé au profit d'une stratégie de conduite de l'action publique sous le regard inquisiteur de l'opinion publique. On ne peut être que frappé, comme au Sénégal, par l'extraordinaire densité du traitement médiatique des dossiers de corruption, au gré d'ailleurs d'une logique qui fait fi des principes élémentaires du droit et de la procédure pénale, comme la présomption d'innocence et le respect des droits de la défense. On dénombre entre janvier 2007 et septembre 2012, plusieurs centaines d'articles traitant de ces affaires, dans des registres aussi variés que l'investigation et le sensationnalisme. Décrivant l'émergence des affaires comme l'expression de la fébrilité des autorités publiques, qui seraient sommées par les bailleurs de fonds internationaux d'agir face à la corruption, les auteurs ont recours à des procédés langagiers caractérisant tout à la fois l'urgence d'agir et la dangerosité du mal à conjurer. La politique gouvernementale se donne alors à lire comme dictée par une certaine urgence qui enfièvrerait le pays. Ces derniers mois, 3 directeurs d'entreprises publiques ont été cueillis au pied du lit par les forces de l'ordre. Un haut fonctionnaire était stoppé à la frontière du Nigeria, avec les mallettes remplies de billets. Actuellement, une 50aine de personnes en attente de jugement se trouvent en prison. Dans cette fébrilité, la peur et l'inquiétude se seraient emparées des décideurs. Psychose, le mot semble fort. Mais il traduit le trouble intérieur que subit aujourd'hui une 60aine de membres du gouvernement, directeurs généraux et hommes d'affaires prospères. Quelques-uns d'entre eux ont en effet appris, il y a quelques jours, que leur nom figure sur une liste de personnes suspectées de crimes économiques. La nouvelle s'est vite répandue et l'essentiel des hiérarques du régime Biya est au courant. Ces derniers vivent désormais dans l'angoisse à l'idée de savoir qu'ils peuvent être cueillis d'un moment à l'autre.
Le combat contre les crimes économiques est, pour les analystes, placé sous la dictée d'une urgence et l'ambition d'inscrire la lutte contre l'impunité au cœur de l'action gouvernementale. L'État ici en action est un léviathan en marche, œuvrant pour la purification de mœurs dévoyées, et contraint de produire des réponses à la mesure des atteintes portées à la fortune publique. Cette réponse est-elle cependant à l'abri d'arrière-pensées politiques ? Voici une opération théoriquement déclenchée pour éradiquer la toujours gangréneuse corruption, mais qui se transforme concrètement en lutte contre l'atteinte à la fortune publique, et qui ruine le trésor public depuis 6 ans, avec pour seul résultat aléatoire d'éloigner du cercle du pouvoir ceux qui apparaissent à tort ou à raison comme ambitionnant d'occuper le fauteuil présidentiel, ou de punir par la réduction ceux qui ont violé de quelque manière la discipline du cercle. D'apparence cohérente, structurée et inspirée par le seul souci de la lutte contre les criminels en col blanc au milieu des élites politiques et économiques, la stratégie épervier exprimerait insidieusement des buts inavoués, plus politiques. Car cette opération a certes pris des gros poissons dans les filets, mais il se trouve qu'il s'agit essentiellement d'hommes politiques ambitieux et prêts à faire de l'ombre au tout-puissant maître du Cameroun. L'hypothèse de l'instrumentalisation de cette politique publique offre une grille de lecture intéressante pour l'analyse des affrontements au sein du jeu politique. Les tenants du pouvoir décrivent les prévenus et condamnés comme des prévaricateurs, et ce faisant, les cibles de la stratégie pénale. Pour les prévenus et condamnés, épervier les érigerait en victimes expiatoires, en héros sacrifiés de causes dangereuses pour leurs adversaires politiques. Ici, le pénal est décrit comme un rouleau compresseur destiné à mettre hors d'état de nuire des rivaux politiques. Le procès pénal serait le lieu du télescopage de causes, imperceptible à la seule aune de la joute judiciaire. Au-delà du rituel judiciaire se jouerait un autre jeu. L'innocence ou la culpabilité sanctionnerait le triomphe d'un camp sur l'autre. Les prévenus tentent alors d'administrer des coups destinés à porter au dehors du cirque judiciaire, sur la scène politique centrale d'où on voulait les exclure. Dire ce qui se passe à l'instruction, annoncer de futures mises en cause, narrer les procès comme les scènes d'une pièce de théâtre, c'est au fond rendre compte d'une justice rendue dans les palais de justice, mais sous le regard du public. Cette justice est exceptionnelle en raison de son objet, et des caractéristiques sociales et professionnelles de sa clientèle. Cette politique pénale n'en demeure pas moins concentrée entre les mains de quelques acteurs qui en contrôlent les impulsions. L'objet de cet ouvrage est donc l'étude comparée des politiques camerounaises et sénégalaises de lutte contre la corruption. Il s'agit de politique pénale. Précisons immédiatement de quel objet il s'agit. Nous partons du postulat que la politique pénale est une politique publique spécifique, en raison du mode très particulier de l'articulation de la justice avec le reste de l'appareil de l'État. On rappellera, pour reprendre le modèle de Jones, qu'une politique publique peut être définie de manière séquentielle comme l'articulation de plusieurs phases, l'identification des problèmes, la formulation des solutions, la prise de décision, la mise en œuvre et la terminaison de l'action. La mise en œuvre est le processus par lequel des décisions s'accommodent à la réalité, s'ajustent au terrain auquel elles s'appliquent, se moulent dans les routines et situations propres aux metteurs en œuvre. Cette déclinaison inaugure, comme le montrent Pressman et Wildavsky, un réseau composé d'acteurs et de services impliqués dans l'exécution du programme considéré. La politique publique mobilise par conséquent l'ensemble des moyens et ressources pour appliquer une solution à un problème identifié. Nous définissions alors la politique pénale comme le réseau de décisions et d'actions concrètes qui dynamise la stratégie de lutte anticriminelle. C'est une stratégie globale qui est le produit de l'activité de plusieurs intervenants, s'ordonnançant de manière variable à différents moments du fonctionnement de l'appareil de justice pénale, groupe de pression, administration centrale, parquet, police judiciaire, juridiction, prison, service de probation, de l'élaboration de la loi à l'évaluation, en passant par la mise en œuvre. Nous avons proposé une démarche consistant à cerner 2 moments essentiels de la normativité pénale: la criminalisation primaire et la criminalisation secondaire. La criminalisation primaire est la première phase du processus pénal en ce qu'elle permet de formaliser des choix politiques ou philosophiques qui vont orienter la stratégie pénale. Elle renvoie au processus complexe qui voit la création d'incriminations et l'organisation du fonctionnement des agences pénales à travers l'édiction de règles de procédure.
La criminalisation secondaire s'applique quant à elle à la répression concrète, à la réception en pratique des choix exprimés en amont. C'est la réponse locale, c'est-à-dire l'ensemble des actions mises au point parfois spontanément par les acteurs les plus proches du terrain. On ne peut cependant limiter la politique pénale à l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire l'exercice des poursuites pénales. L'action publique se trouve d'ailleurs très largement conditionnée par l'activité des services chargés du recollement des procès-verbaux et des plaintes. Or, ces organismes participent aussi à la politique pénale. Les travaux récents sur l'exercice de l'action publique et le rôle des parquets concernent en fait des recherches sur l'application de la politique pénale, par définition d'impulsion gouvernementale. Rappelons que cette application tend principalement à obtenir que dans des contextes perturbés, des agents accomplissent des actions qui sont souhaitées par des acteurs publics et qui engendrent la venue de certains effets attendus. L'exercice de l'action publique s'effectue à travers des réseaux de politique pénale. Chaque programme pénal génère en fait un système d'acteurs, c'est-à-dire, pour reprendre le schéma de Menz, des structures de mise en œuvre. La réponse pénale concrète est coproduite au terme des interactions entre les porteurs de mise en œuvre, parquet, préfet, élus, police judiciaire, et les ressortissants, prison, services de probation, services d'insertion, associations de réinsertion, associations de victimes. La politique pénale est donc un système de réponse aux phénomènes criminels. Les réponses formelles sont élaborées en amont du système pénal. Les réponses concrètes sont effectuées pendant l'exécution des orientations formelles, ce qui laisse, en principe, au service juridictionnel des marges de liberté et une autonomie d'action. L'enjeu, au regard des systèmes analysés, sera justement d'évaluer le degré d'autonomie des services juridictionnels dans l'application des stratégies gouvernementales de lutte contre la corruption, de tester leur plus ou moins grande aptitude à générer des réponses locales produites au terme d'une analyse souveraine des situations. La politique pénale de lutte contre la corruption et d'une manière générale, les crimes économiques, renvoie ce faisant à l'ensemble des actions menées en vue de conjurer ce problème. Nous avons choisi d'analyser cet objet en prenant quelques précautions de méthode et en optant pour un parti pris théorique clairement institutionnaliste. La présentation de ce cadre théorique est l'objet du chapitre suivant qui se veut aussi une contribution à la construction d'un schéma d'analyse des politiques pénales en contexte africain. La lutte contre la corruption et le blanchiment comme objet. L'objectivation de la corruption en Afrique consiste classiquement à la saisir comme un fait social, inscrit dans le fonctionnement et dans la structure même des États. Cet objet relèverait d'un univers de normes et de pratiques tacites, côtoyant la réalité officielle. Selon Blundo et Sardan, il s'agit d'un fonctionnement informel généralisé où le licite cohabite avec l'illicite, l'officiel avec l'officieux. Le champ n'est pas vierge, et G. Blundo a justement montré que la corruption a fait l'objet de plusieurs types de recherches, péchant cependant par l'absence de questionnement sur l'univers des représentations, des mécanismes et des lieux ou secteurs où elle se manifeste. Nous rajoutons que la corruption n'est d'ailleurs pas analysée sous l'angle de l'émergence des réseaux de prise en charge pénale et des stratégies des acteurs chargés de les traiter. Il convient, face à ce thème de recherche, de prendre quelques précautions. Ces précautions s'imposent à tout chercheur s'aventurant sur les pentes escarpées de l'analyse des politiques pénales. L'objet n'est en effet pas anodin. Le pénal évoque d'emblée le processus historique de l'institutionnalisation de la justice criminelle et renvoie, d'une part à la domestication de la violence, devenant la seule légitime, d'autre part au mécanisme complexe de sa centralisation puis à sa monopolisation par un corps de professionnels se différenciant et se spécialisant dans la garde pénale de l'ordre politique. Dans les sociétés répondant peu ou prou à la définition rationnelle légale de l'État, l'analyse de l'institutionnalisation du pénal conduit idéalement à reconstituer le procès d'autonomisation et de spécialisation des acteurs répressifs, ainsi que les dynamiques de criminalisation primaire et secondaire. À ce titre, M. Carbas propose une approche institutionnelle et politique, percevant par exemple le parquet comme une institution publique et un ressort du pouvoir politique. Pour lui, l'autonomisation du parquet est en France consubstantielle à l'institutionnalisation d'un monopole royal, puis étatique. À mesure que le domaine royal se différencie de l'Église et qu'apparaît un embryon de monopole étatique,
le parquet, à la jonction de la justice et de la police, s'avère une institution essentielle, au service de l'État. De la même manière que la bureaucratie légale rationnelle, née dans le sillage de l'État, en singularise en France la trajectoire, le parquet apparaît comme une institution typique du chemin historique de l'émergence de l'État. Il va participer au fonctionnement de l'institution royale et de l'administration de l'État qui s'autonomise. L'institution est éminemment politique. Instrument du maintien de l'ordre, le parquet permet l'instauration d'un ordre politique déterminé, voulu par le prince puis par l'État. Le parquet est certes dans l'institution judiciaire, mais avant tout au cœur de l'État dont il est un pilier. Dans les sociétés non occidentales et d'une manière générale, dans celles qui n'ont pas connu le processus historique de différenciation et l'institutionnalisation du pénal au sens occidental, le chercheur devrait s'efforcer de questionner les conditions d'émergence de ces institutions. Les travaux pionniers en la matière ont logiquement porté sur la codification, conformément d'ailleurs à un parti pris théorique développementaliste. L'approche pluraliste que nous retrouvons par exemple dans les travaux du professeur Mellonnet a quant à elle démontré que les institutions coutumières amplifient des traits historiques, souvent spécifiques aux matières non pénales. Ce que P. Mvondo analyse comme une crise de la justice formelle, à laquelle répondent des stratégies plus ou moins spontanées de régulation des litiges est d'ailleurs l'expression d'une désarticulation des techniques importées, au fur et à mesure de la codification, d'avec la réalité locale. Dans le système légal rationnel, le processus d'émergence de l'institution judiciaire, toujours contingent, répond à un état des rapports de force sociaux, de la sociologie locale, voire des tempéraments mais aussi de l'histoire. En Afrique noire francophone, l'État a voulu organiser une justice moderne, répondant par ses structures et ses règles de fonctionnement aux exigences du modèle prétendu universel d'État-nation, dans sa vision libérale. Mais cette justice qui s'appuie sur des techniques et méthodes importées de l'Occident, va se heurter à l'incompréhension des justiciables. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement au Cameroun, autant au stade de la création des institutions du nouvel État, dès le lendemain de l'édiction de la loi-cadre du 23 juin 1956, il s'est agi de dupliquer jusque dans les moindres détails, les institutions françaises que l'embryon d'assemblée territoriale allait ensuite légitimer. Comme l'écrit bien Paul-Marie Godmet, les institutions sont inspirées des institutions métropolitaines. Elles les reproduisent souvent en les simplifiant. Une logique de plaquage préside à la création des institutions judiciaires d'Afrique noire francophone. Les systèmes pénaux qui se mettent en place, à mesure que les nouveaux États s'installent, prolongeraient ainsi la philosophie du droit colonial. Tout a été fait comme si la régulation judiciaire propre aux sociétés traditionnelles et efficiente, puisqu'une justice traditionnelle existait déjà, serait inopérante dans le cadre de l'État indépendant. Comme l'écrit Joseph John Nambo, les États africains sortis de la colonisation française se sont essentiellement fondés sur les principes élaborés en Europe et pour l'Europe. Or, ces principes ne pouvaient être appliqués en Afrique, ni intégralement, ni de façon satisfaisante, car malgré les apparences historiques, les institutions impliquent toujours des structures sociales. À la suite du pouvoir colonial, le nouveau pouvoir étatique veut contrôler, par la contrainte normative, les hommes en même temps que les territoires. Cette volonté de contrôle s'exprime dans le droit colonial, à travers l'octroi à l'administrateur de fonctions pénales. Ici, le droit est fondamentalement dérogatoire en ce qu'il fait relever l'indigène d'un régime répressif spécial. La justice pénale dans le système postcolonial relève de la même logique, la répression pénale étant mise au service de l'État. Elle est exceptionnelle, et se présente principalement à travers le prisme de la contrainte répressive. La justice pénale qui s'exerce aujourd'hui de manière concrète et qui permet à l'État de décliner une politique pénale spécifique ne peut, ce faisant, être appréhendée sans avoir à l'esprit cette donnée fondamentale. Le système pénal approfondit et amplifie les traits du droit pénal et disciplinaire colonial. Ce dernier avait principalement pour objectif de garantir un ordre déterminé à l'intérieur du système colonial. Le système de justice pénale qui se cristallise à mesure que s'affinent les institutions politiques du nouvel État, a, de la même manière que le régime antérieur, un rôle éminemment politique, assurer le maintien de l'ordre social, en particulier face aux problèmes d'ordre public et de sécurité rencontrés au lendemain de l'indépendance.
Mais le système de justice pénale n'est pas déconnecté de l'État, des rapports de force politiques. L'accélération ou la décélération de la répression pénale exprime très précisément ces rapports, dans des configurations où l'institution judiciaire est invitée à dire la loi qu'on lui demande de dire, à distribuer les mérites et les peines conformément à l'arithmétique politique de l'instant. La justice pénale est donc un appareil de légitimation de l'État et un instrument d'exercice de choix politiques, expression d'un équilibre entre les forces à l'œuvre sur les scènes pertinentes du système social, armée, administration, économie. L'analyste est donc invité à questionner le creux des affaires déférées aux juges, à reconstituer leur processus d'émergence, car même dans un système de légalité des poursuites, l'arme pénale n'est jamais la seule réponse au crime. La chaîne des affaires, les séquences successives qui jalonnent leur construction jusqu'au déferrement des mis en cause devant les juridictions, exprime une stratégie de criminalisation que la notion de politique de l'action publique pourrait permettre de cerner. L'exercice des poursuites pénales peut, autrement dit, faire l'objet d'une politique publique. Ces poursuites traduisent la volonté d'étiqueter, de stigmatiser des comportements ou des personnes, tout autant que le souci d'exprimer une conception de l'ordre social. L'exercice de l'action publique concrétise la mise en infraction d'attitudes perçues comme dignes de répression. Le choix de poursuivre un individu devant la justice pourrait bien paraître l'expression de choix globaux, définis dans des conditions et à des moments déterminés du jeu social. L'action publique comme politique de criminalisation. Que l'exercice de poursuites pénales soit l'expression de choix politiques, n'est pourtant pas un trait propre aux politiques camerounaises et sénégalaises. Cette instrumentalisation de la répression pénale se retrouve dans d'autres systèmes politiques. Elle démontre que l'émergence d'un dossier et son devenir procédural dépendent du jeu des alliances autour des mis en cause, mais aussi des stratégies des décideurs politiques, ceux qui, au moins d'un point de vue formel, disposent de la capacité de déclencher les poursuites, de les orienter, de les infléchir, de les accélérer ou de les retarder. Là réside l'idée d'une politique de l'action publique et des poursuites. Le sort d'un dossier dépend de l'analyse faite par les acteurs intervenant dans certains lieux stratégiques, cabinet ministériel, agence d'investigation, corps d'inspection, parquet. Mais l'évolution d'une affaire peut aussi dépendre de grands arbitrages au plus haut sommet. C'est ainsi que, jouant de l'appui de la presse qui s'était procuré les rapports d'expertise des hauts fonctionnaires qui enquêtaient depuis de nombreux mois sur les détournements de fonds commis au sein du FODISEC, les chefs d'État de la CEDEAO vont, les 24 et 25 octobre 1983, se plier à la volonté de Thomas Sankara et opter pour une solution de consensus consistant à traduire Diawara devant la justice pénale. La décision de déclencher des poursuites pénales s'arrime donc parfois aux logiques des situations politiques. Ces contextes peuvent, dans des temporalités variables, permettre l'émergence de dossiers et leur mise en scène judiciaire. Ce sont aussi les rapports de force entre les acteurs, lovés au cœur des situations pétrissant ces contextes, qui facilitent le devenir des affaires. On en trouve l'illustration dans un tout autre système politique dont le fonctionnement permet cependant de grossir les traits des systèmes analysés. Ainsi, la Russie où quelques oligarques vont tenter de gêner les activités du procureur général de la Fédération, Yuri Skouratov, qui était engagé dans la lutte contre les crimes économiques. Ce magistrat est, on le sait, animé par une détermination à éradiquer la corruption et la criminalité organisée en Russie. Au lendemain du démantèlement des entreprises publiques soviétiques sous la contrainte des institutions financières internationales, la Russie avait vu se constituer des fortunes rapides et colossales par des acteurs proches des cercles de pouvoir et leurs familles. La Russie a, selon Peklebnikov, été vendue, les privatisations générant l'enrichissement souvent frauduleux, d'acteurs intervenant au cœur de l'appareil d'État. Tapis dans l'ombre du pouvoir, ces oligarques entreprennent d'infléchir et de neutraliser les initiatives de Yuri Skouratov. On les voit, tel Berezovski, tirant les ficelles, inspirant les nominations, assurant la promotion d'acteurs capables d'empêcher la justice de suivre son cours. C'est finalement Poutine qui, selon Klebnikov, réussit à mettre un terme aux poursuites déclenchées, notamment contre des proches du clan Yeltsin et simultanément à la carrière du procureur général Skouratov. Face à la multiplication d'enquêtes saluées par les puissances étrangères, mais de plus en plus menaçantes pour le clan, Poutine apparaît comme un rempart,
Avec Poutine au poste de Premier ministre en août 1999, Berezovsky et le reste de la famille avaient toutes les raisons de penser que les enquêtes de corruption seraient interrompues. Les membres de la famille décidèrent que Poutine était l'homme qui pouvait leur garantir l'absence de châtiment, s'il gagnait les élections. Poutine succède à Yeltsin. L'un de ses premiers actes de chef d'État est de signer un décret accordant l'immunité pénale à Yeltsin et aux membres de sa famille. Pourtant, Poutine reprendra à son compte la politique de lutte contre la corruption et la criminalité en col blanc, en lui donnant une inflexion très stratégique. La mise en cause pénale devient le moyen de neutraliser les gêneurs ou les contestataires. Une décision de poursuite ou de classement sans suite n'est donc jamais neutre. Elle intervient à un moment donné des affrontements politiques. Le décideur prend toujours en considération des facteurs aussi variés que les rapports de force, les jeux autour du fonctionnement de l'appareil ainsi que les stratégies des mises en cause potentielles, tout comme leurs ressources et la capacité de réaction dont ils peuvent faire preuve. Tout décideur en matière d'action publique dispose de ressources qu'il peut mobiliser pour faire une affaire et mitonner un dossier. Du coup, l'institution pénale paraît, même dans les plus grandes démocraties, captive d'enjeux toujours contingents. Une incrimination n'est pas le produit d'une génération spontanée, et l'analyse est forcément imparfaite si elle occulte le lien entre la mise en cause pénale des élites et les stratégies de conquête ou de conservation du pouvoir politique, ses ressources et attributs. La lutte contre la corruption devient même l'instrument d'une politique symbolique, consistant à faire croire que l'État agit. Mais tout se passe comme s'il ne fallait jamais aller trop loin, au risque de bouleverser l'équilibre du fonctionnement social. Comme l'écrivent bien Médard et Blondeau, de temps en temps, il arrive qu'un responsable politique soit emprisonné, soit pour s'en débarrasser, soit pour montrer aux bailleurs de fonds qu'on suit leurs directives, mais c'est comme un coup d'épée dans l'eau. En tout état de cause, il est difficile pour le dirigeant politique d'aller trop loin dans la répression de la corruption, car il risque de scier la branche sur laquelle il est assis, en se coupant de soutien indispensable à sa survie. Les politiques de lutte contre la corruption seraient captives de jeux plus subtils. Même les organisations de la société civile peuvent instrumentaliser la lutte contre la corruption, en ne se mobilisant que lorsque des actes de corruption portent atteinte à leurs intérêts, notamment corporatistes. Monsieur Mathieu a bien mis en évidence l'instrumentalisation des dispositifs de lutte contre la corruption, qui réalisent de véritables stratégies de lutte à la carte. Les pouvoirs publics adaptent le style de réponse en fonction du contexte, utilisent les dispositifs ordinaires en période routinière et recourent aux instruments exceptionnels en période de rupture. Ainsi, en situation normale, les organes officiels permanents sont supposés permettre à l'État de lutter contre la corruption avec discrétion. Par contre, en période de crise, les représentants de l'État sont en quête de légitimité, ce qui implique une stratégie médiatique qui peut certes n'être qu'une simple mise en scène opportuniste, mais qui peut aussi être beaucoup plus. Le recours à tel ou tel type de réponse dépend donc des contextes, des rapports de force dans les situations politiques, mais surtout des stratégies de pouvoir des élites gouvernantes. En situation de routine, on peut laisser les appareils de droit commun agir de manière plus ou moins autonome et secrète. En contexte de crise politique ou d'alternance, les instruments ad hoc expriment parfois des stratégies symboliques ou la volonté de neutraliser adversaires politiques et rivaux. Ainsi, la lutte contre la corruption peut être un instrument au service des régimes autoritaires tout autant que des régimes démocratiques. Les politiques pénales de lutte observées révèlent dans tous les cas un État au concret 48, et mettent en scène des acteurs qui tentent d'imprimer avec plus ou moins de succès des effets particuliers sur la société. Ces politiques publiques particulières sont construites par un appareil politico-administratif qui a l'ambition de changer l'État, ou plus précisément de le construire. Il s'agirait clairement d'une stratégie de state building. À travers le système de politique pénale de lutte contre la corruption, se dessine mutatis mutandis, une communauté de prise en charge rassemblant tout au long de la chaîne décisionnelle, des acteurs qui opèrent en définitive pour l'émergence d'un mode de gouvernance rénové. Ces acteurs doivent compter avec les faiblesses et les travers de l'institution judiciaire, ainsi qu'avec l'opacité des processus gouvernementaux, car comme la traque des biens mal acquis au Sénégal, épervier semble être au Cameroun,
une tentative de construction d'une réponse institutionnelle aux crimes économiques dans le contexte de l'économie mondialisée en l'absence pourtant d'une demande institutionnelle domestique. La corruption est un phénomène social tout à la fois réprouvé et toléré. Affirmer qu'il manque une demande institutionnelle domestique signifie pour l'instant que les processus classiques de médiation entre le social et le système politique font défaut, ceux-là même qui permettent l'identification de demandes sociales, puis leur conversion en problèmes et finalement en enjeux politiques. Les politiques observées ne font l'objet de la systématisation de réponses que du fait de contraintes externes aux systèmes nationaux. Tout se passe au vrai comme si la lutte contre la corruption ne devenait une politique publique pour traiter les problèmes locaux, qu'en raison d'initiatives adoptées initialement par des acteurs extérieurs au système politique, agissant notamment dans les arènes internationales. Ce ne serait que secondairement que ces enjeux font l'objet d'appropriation par les décideurs. Les politiques observées résultent donc d'un processus d'émergence sui generis, les réponses étant construites au terme de dynamiques inédites, rendant licite l'expérimentation d'approches néo-institutionnelles. La construction de la réponse, quelle approche ? Après la troisième vague de démocratisation, des États qui appartenaient initialement au bloc communiste ou qui avaient épousé les thèses développementalistes quittent la sphère du tous-États. Les systèmes économiques de ces pays, notamment en Afrique, consistaient en la nationalisation de vastes compagnies agricoles, politiques décrites comme perverses et improductives. Sous l'influence du gouvernement américain, mais aussi des institutions financières internationales, des initiatives étaient prises pour infléchir ces politiques, impliquant globalement la limitation, voire la suppression de l'interventionnisme de la puissance publique dans la conduite des affaires économiques. Tel est notamment l'objet de l'accord de Washington. Toutes les politiques économiques mises en œuvre dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90 sont dynamisées par l'ambition de réduire les activités de l'État, sans pourtant interroger les moyens d'améliorer ses capacités par un véritable questionnement des conditions de l'élaboration de programmes de construction de l'État. On critique l'État en diminuant son périmètre, sans se demander ce qu'il restera de sa capacité à structurer le social. Les politiques de lutte contre la corruption, appendice des stratégies de modernisation de la gouvernance, doivent aussi questionner la façon dont elles contribuent à améliorer l'État. Nous inscrirons donc notre propos dans le cadre d'une réflexion sur la façon dont, en déployant une stratégie censée combattre la délinquance économique en général et la corruption en particulier, l'État tente d'améliorer et de renforcer ses capacités. Il s'agira alors d'analyser la politique publique, dont il s'agit dans le cadre d'une approche de développement institutionnel. Ici, les auteurs s'intéressent souvent à la manière dont les crises et les transitions sont régulées par la construction de réponses à un besoin d'institution. La construction institutionnelle et de modernisation politique opère de manière idéale lorsqu'une société engendre une forte demande domestique d'institutions, avant de les créer de toutes pièces, de les importer de l'étranger clé en main, ou d'adapter aux conditions locales des modèles extérieurs. Lorsque la demande domestique n'est pas suffisante, elle peut émaner des institutions financières internationales dans le cadre des politiques d'ajustement structurel et de conditionnalité. Cette demande peut aussi être construite par l'exercice direct du pouvoir par des puissances étrangères sur des États occupés ou vaincus comme en Irak. Déjà Rome en général, et Jules César en particulier, avaient organisé les colonies romaines en Gaule sous l'angle du clientélisme en s'appuyant sur la puissance des marchands en lien étroit avec les pouvoirs locaux. L'importation en Gaule du système monétaire et l'organisation des circuits commerciaux, via les grandes routes romaines de la Provincia et de la Narbonnaise à la Belgique, ont fait le lit de la corruption et de la fabrication de nos veaux de grande fortune. Et on ne parle pas de l'organisation judiciaire par ailleurs méconnue. Les politiques sénégalaises et camerounaises de lutte contre la corruption sont conçues, définies et mises en œuvre sous l'influence et le contrôle des institutions financières internationales, sur le fondement de la conditionnalité dite économique. Le référentiel de la lutte contre la corruption et le blanchiment s'est initialement construit sur la scène internationale, dans le cadre de la coopération multilatérale, où la corruption sera mise en lien avec la criminalité organisée.
Des esquisses d'organisation seront élaborées au plan international afin de stigmatiser des pratiques parfois socialement fonctionnelles. C'est au fur et à mesure du perfectionnement de ce référentiel qu'une communauté d'acteurs, organisée en réseau, s'est mise en place. La Communauté mondiale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, LCBFT. 3 points doivent être clarifiés sur le plan méthodologique. D'abord le statut de ce travail. Sur le plan épistémologique de sa production, la recherche ne peut prétendre à l'objectivité, selon Oumar Kane, sans un questionnement de ce qui relie le chercheur à son objet, terrain africain et en mettant au jour les enjeux dont cette question est porteuse. La recherche en sciences sociales conduite par un Africain sur un terrain africain n'est pas forcément biaisée. Il suffit pour le chercheur d'être au clair avec lui-même, eu égard aux enjeux, positions et contraintes pesant sur lui, en tant qu'intellectuel diasporique. Ce que Kane désigne comme la nécessaire objectivation des conditions de production de son propre discours sur l'Afrique, n'est à notre sens que la distanciation, forme de recul réflexif permettant de questionner ce qui agit la relation dialectique du chercheur et de son objet. C'est l'objectivation participante conceptualisée par Pierre Bourdieu, cet exercice qui vise à l'analyse, du rapport subjectif à l'objet qui, loin d'aboutir à un subjectivisme relativiste et plus ou moins antiscientifique, est une des conditions de l'objectivité scientifique. Disons, pour régler ce problème, que le travail s'inscrit dans le prolongement de schémas échafaudés dès notre thèse de doctorat de sciences politiques sur les styles de politique pénale. Syncrétique du point de vue de la méthode, ces schémas empruntés au champ de l'analyse des politiques publiques, de la sociologie du droit et de la criminologie de la réaction pénale, et proposaient une façon d'aborder le pénal, objet alors méconnu de la science politique. Ces travaux sont demeurés marginaux, probablement en raison de leur dimension inédite ou éclectique. Ce travail est donc l'œuvre d'un ancien chercheur, mieux, une tentative de reconversion du capital scientifique accumulé, à la suite de tentatives de pénétration du champ officiel de la science politique et de la sociologie du droit en France, en face d'une violence symbolique, parfaitement ritualisée. Or, notre thèse de doctorat qui se voulait une thèse de recherche accordait au comparatisme une place cardinale. Par ailleurs, l'étude de la production transnationale de paradigmes juridiques, ensuite incorporés dans les politiques nationales, a conduit à l'élaboration de problématiques et notions, par exemple celle de communautés épistémiques pénales, susceptibles de s'appliquer dans des contextes historiques, sociologiques et politiques différents. Le propos est tout à la fois analytique et prospectif. Sans jouer le prétendant au statut d'intellectuel officiel, ou de savant au service d'on ne sait quel prince, nous avons choisi de faire déboucher ce travail sur la mise en forme de propositions de réforme des politiques publiques analysées. Il se veut aussi une preuve que la recherche indépendante est possible en sciences sociales, et que même hors champ, l'intellectuel africain peut contribuer tout à la fois à la compréhension des dynamiques sociopolitiques et au perfectionnement des politiques publiques. Il convient ensuite de questionner la pertinence de la transposition en contexte africain de l'appareil conceptuel élaboré depuis notre position diasporique. Cette transposition nous paraît parfaitement licite, dès lors que nous avons opté pour le comparatisme d'une part et que d'autre part, les catégories et notions sont partout et toujours susceptibles d'adaptation. En un mot, les catégories de la science politique occidentale peuvent être utilisées, non comme finalité, mais comme occasion et moyen de dépassement et d'innovation. D'ailleurs, le présent travail, qui s'inspire de champs conceptuels divers, n'exclut pas l'adaptation des notions, la prise de précautions épistémologiques et la contextualisation permettant toujours de mettre en évidence de l'inédit. C'est enfin la présentation du matériau mobilisé. Il est constitué par la production savante des organisations internationales. Rapports, études, documents de synthèse. Nous avons eu recours aux travaux disponibles des administrations centrales et des commissions. Notes, rapports, documents de stratégie. La presse nationale et internationale a été également explorée, au même titre que certains travaux déclassifiés du Sénat américain et divers rapports parlementaires. Nous avons parfois opté pour la longue citation de ces travaux administratifs, qui expriment de véritables doctrines, et constituent les matrices dont sont issus les codes et lois adoptés au plan national. Aucun entretien n'a pu être réalisé, malgré les demandes répétées que nous avons formulées.
À l'évidence, on ne parle pas ou très peu de corruption et de blanchiment. Seul M. Wali Ndour, président de la CENTIF sénégalaise, nous a très longuement reçus, mais pour nous encourager à poursuivre dans la réalisation d'un travail dont, selon lui, l'Afrique et le Sénégal avaient besoin. Tout naturellement, la production scientifique disponible, très abondante, a constitué un support intéressant pour la conduite de ce travail. La production du référentiel anticorruption et ANTIBL-ANCHIMENT. La lutte contre le blanchiment et la corruption est, parmi les politiques publiques déployées par l'État, inédite et spécifique. Cela tient à son caractère éminemment transversal, s'agissant d'une stratégie qui mobilise plusieurs segments de l'appareil d'État, ce qui permet de la définir comme une politique publique multisectorielle et globale. Cette politique publique est le lieu d'une coopération entre des acteurs issus d'administrations différentes, obéissant à des logiques professionnelles variées, et formés à cibler des publics différents. Les réponses qui s'élaborent ambitionnent d'embrasser le problème du blanchiment et de la corruption de façon décloisonnée. Les agences créées sont composées de professionnels issus de plusieurs corps de la fonction publique et de la société civile, ce qui tranche avec la logique de fonctionnement d'administration, habitués à prendre en charge les seuls problèmes qui émergent dans leur secteur. La spécificité de la politique de lutte contre le blanchiment tient aussi à son statut de politique répressive. Elle est pilotée par l'appareil pénal et donne à voir la réponse étatique sous un angle principalement répressif. Or, il n'y a rien de plus sensible que le pénal qui a partie éminemment liée avec le maintien des fondements de l'ordre étatique. Le même concept de transversalité globale est appliqué larga manu dans les réformes de l'organisation de l'État en France. Issu du principe qu'il vaut mieux partager l'information que de la concentrer en des bureaux cloisonnés, on aboutit parfois et souvent à la dilution des responsabilités, à un affichage de marketing inspiré de modèles d'entreprises privées où tout le monde partage et plus personne ne décide. Trop de chefs et plus assez d'Indiens. C'est particulièrement prégnant dans les domaines où doit justement s'appliquer le pouvoir régalien de l'État, l'inspection et le contrôle et leurs conséquences judiciaires. On obtient l'effet inverse de ce que l'on attendait. L'objet même de cette politique publique contribue aussi à son originalité. La corruption, phénomène stigmatisé par la loi pénale, paraît parfois consubstantielle à un certain fonctionnement sociétal. Les politiques de lutte déployées par la puissance publique viseraient alors, tout en réprimant des comportements stigmatisés, à neutraliser des routines qui permettent l'irruption de la corruption. Il ne s'agit nullement de phénomènes spécifiquement africains, même si la corruption est ici liée à plusieurs facteurs. L'accroissement de l'appareil bureaucratique va de pair avec l'augmentation du formalisme qui, selon Philippe de Crane, va constituer une incitation à la corruption. Simultanément, la circulation monétaire accroît les possibilités de monétisation des tâches des fonctionnaires, tenter de s'enrichir en maximisant les occasions offertes par leur position. L'argent, de fait, modifie le mode de fonctionnement traditionnel des sociétés. Les liens moraux et familiaux, les vieilles allégeances ancestrales s'effritent. Tout ceci implique que disparaisse progressivement la notion de sacrifice personnel exigé de l'individu au nom des impératifs propres au clan, à la famille étendue ou à la tribu et aux solidarités qu'elle implique. Prennent insidieusement naissance la concussion, la prévarication, la corruption, le népotisme et l'immoralité. Tout se passe comme si la bureaucratie qui se perfectionne à mesure que l'État tente de se construire entre la fin du XIXe et du XXe siècle, allait, avec le développement de la circulation monétaire, saper les fondements des sociétés traditionnelles et permettre le développement de comportements d'atteinte à la fortune publique. En l'absence d'une véritable culture de l'intérêt général, la détention de positions dans l'administration se traduit par l'appropriation de la fonction et des avantages qui y sont attachés, dans le cadre d'un fonctionnement néo-patrimonial, où la confusion s'installe entre trésor public et ressources personnelles. Le fonctionnement de l'administration permet au pouvoir de capitalisation de l'argent de jouer à plein, facilitant la constitution de fortunes par les agents publics, puis sa distribution à travers des réseaux de clientèle. Comme l'écrit Yves Mény, politique et argent sont étroitement mêlés pour donner jour à des systèmes néopatrimoniaux dans lesquels l'homme politique a le devoir d'aider sa famille élargie,
sa communauté d'origine, sa clientèle politique. Bien que réprimée par le législateur pénal, la corruption remplit alors une fonction sociale. Elle contribue à la constitution et à l'accumulation d'un capital économique au sein de la classe politico-administrative et à sa redistribution dans une logique clientéliste. Le projet hégémonique de l'État en Afrique ne pourrait, de ce point de vue, être mené à bien que par la facilitation de la circulation des biens matériels et leur accumulation au sein de l'élite. Traitée par les codes et lois pénales, la corruption et les infractions voisines sont prises en compte, au moins au stade de la criminalisation primaire. Mais il n'y a jusqu'alors que très peu d'actions de criminalisation secondaire, puisque la sanction pénale reste rare. Les procès, souvent spectaculaires, interviennent dans des contextes d'instrumentalisation de la répression pénale à des fins politiques. Les politiques de lutte contre la corruption s'épanouissent à la faveur de la découverte des relations très labiles entre la criminalité et le politique. La focalisation sur ces liens tissés en zone grise permet, dans ces conditions, des innovations au sein de la gouvernance publique. Réprimer les atteintes à la fortune publique devient une manière de discipliner le comportement des acteurs publics et de neutraliser ceux d'entre eux qui, franchissant la ligne rouge, ont adopté des comportements de délinquants en col blanc, désormais dépeints comme nocifs, là où le sens de l'intérêt général aurait dû les conduire à épouser une certaine éthique dans l'exercice de leurs fonctions. Partout, le traitement politique de la corruption emprunte des séquences qui vont de la domestication fonctionnelle à la répression affirmée, dans l'optique d'un renouveau de la gouvernance inspirée par les organisations internationales. Pour Yves Mény, la corruption n'en demeure pas moins une véritable pathologie, ayant probablement pour origine la transformation des modes de régulation économique, la disponibilité des acteurs à accepter le jeu de la corruption, les opportunités enfin qui se sont offertes aux acteurs publics et privés de la corruption. Le développement contemporain de la corruption démontre que la culture n'est pas le facteur explicatif pertinent. La corruption serait davantage liée aux mutations des systèmes économiques, lorsque la dérégulation a généralement favorisé l'opacité des transactions, et alors que la logique libérale devait imposer la transparence. C'est ainsi que se démultiplient les occasions de corruption. Pour Yves Mény, le bouleversement des situations acquises, voire des reintes du passé, a créé les conditions de situations spéculatives où il était possible d'acquérir rapidement et sans besoin de beaucoup de travail ou de capital des bénéfices considérables. Ces situations spéculatives se développent à la faveur d'une transformation du lien entre économie marchande et économie politique, et de l'apparition de nouveaux entrepreneurs politiques imbriqués dans les affaires marchandes. L'homme politique s'est défini de plus en plus comme un entrepreneur, au sens économique du terme, et les entrepreneurs économiques traditionnels ont cédé la place à une nouvelle espèce d'agents économiques caractérisés par leur capacité de bargaining, d'intermédiation. Dans tous les cas, la corruption paraît toujours jouer un rôle dans le fonctionnement social. Les pays en voie de développement connaissent des dynamiques identiques. Au Mexique par exemple, on assiste, après l'ère post-révolutionnaire, à une institutionnalisation de facto de la corruption, considérée comme un canal de la négociation politique avec les dissidents, ainsi qu'un moyen de réduire le niveau de la violence politique et de contenir les demandes sociales. La corruption est au cœur de la vie politique mexicaine dont elle est le carburant, tant elle assure le lien entre les segments de l'élite et toutes les forces politiques engagées dans le processus politique. Elle permet de structurer l'allocation et la distribution des ressources, notamment financières et symboliques. Dans un contexte hégémonique et corporatiste, le PRI, Parti révolutionnaire institutionnel, utilise la corruption comme un moyen de contrôler les syndicats, les opposants politiques et les leaders des organisations paysannes. La corruption est un instrument de la régulation sociale et politique, des arrangements corporatistes et de l'échange des services. Elle permet de redistribuer les richesses et de promouvoir l'accès aux biens publics. Elle assure la cohésion au sein des élites politiques mexicaines, tous champs confondus. Elle remplit alors plusieurs fonctions. Elle garantit l'efficacité des arrangements politiques, réduit la violence et les conflits entre les groupes sociaux et politiques, confirme le partage des positions politiques, rend en définitive le système flexible. La corruption permet... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.